Savez-vous, mesdames, messieurs, que le niveau d'extraversion de ce modèle économique était tel, les échanges internationaux étaient d'une telle intensité, on l'oublie aujourd'hui, que le niveau d'échange dans le monde des marchandises, qui était celui de 1913, n'a pas été récupéré avant les années 70 du siècle précédent, c'est-à-dire avant 1970. Le niveau des échanges internationaux qui prévalait en 1913 n'a été retrouvé dans le monde que dans les années 70 de ce siècle, du siècle précédent. C'est dire à quel point la compétition était féroce pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Diriez-vous qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas? Le chef de l'État lui-même dit « Ce ne sont plus des compétitions militaires dorénavant, ce sont des guerres économiques ». A-t-il pesé ces mots? A-t-il oublié qu'il n'y a jamais eu autre chose que des guerres économiques? Pour des raisons d'intérêt. Mais surtout, si ce sont des guerres économiques, alors que fait-on pour préparer la paix? Car la guerre n'est pas l'objectif, n'est pas la situation que nous acceptons, qu'il s'agisse d'économie ou qu'il s'agisse de forces armées. C'est bien pourquoi on voit qu'une nouvelle fois la question posée, c'est celle de la compétition entre les personnes, entre les nations, ou de la solidarité et de la coopération. Ce sont deux modèles politiques différents, avec des objectifs, des méthodes, un vocabulaire et des gouvernements différents. De la même manière que la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre de 1914 est avérée, aussi bien elle occupait l'Alsace et la Lorraine, aussi bien elle donna les apparences d'un gouvernement qui, comme celui de la France, aurait recherché l'apaisement, mais en vérité, c'est bien l'Allemagne qui déclare la guerre à la France. Il y a donc des mécanismes particuliers qui ne doivent rien à la nationalité allemande, mais à la situation politique, à la situation économique qui pousse ce peuple souvent à avoir des gouvernants qui n'entretiennent avec leurs voisins que des rapports de violence. Sur une base économique. Mais c'est exactement ce que nous avons sous les yeux. C'est le gouvernement conservateur allemand d'aujourd'hui qui dicte à toute l'Europe une politique néfaste qui oppose tout le monde à tout le monde. La guerre économique qui se livre sous nos yeux, quelle est-elle? C'est le dumping social. Pourquoi peut-on payer des ouvriers moins chers à tel endroit qu'à tel autre? Et est-ce qu'en répétant tous les jours à tout le monde que nous sommes en compétition avec le monde entier, comment s'étonner qu'après, tout naturellement, les gens pensent que l'ennemi c'est l'autre, celui qui vous prend votre pain, le plombier polonais, l'ouvrier de l'arsenal qu'on fait venir de tel ou tel pays, les travailleurs délégués qui viennent aujourd'hui, comme vous le savez, mettant à profit la directive service, dite Bolkestein, si vous vous en souvenez, qui est en application. On fait venir en France des travailleurs qui sont payés à des tarifs qui ne sont pas ceux des travailleurs français. Alors, en dressant les uns contre les autres sans cesse, et en expliquant qu'en plus de tout ça, parmi vous, il y a des suspects de religion musulmane, alors on crée toutes les conditions de tension entre les peuples et dans notre peuple. Et on exagère ce rôle merveilleux qu'aurait, premièrement, le libre-échange, deuxièmement, la libre compétition, troisièmement, l'ouverture des frontières. Fadaises, qui sont censées produire des miracles qui n'ont pas lieu, des bienfaits que l'on ne voit jamais, tandis qu'on voit s'empiler les malheurs. J'ai voulu faire ce rappel économique, dont je vous prie d'excuser la longueur, pour rappeler qu'il n'y a pas de part à la fatalité. Il y a des mécanismes qui produisent des résultats politiques et économiques. Et c'est eux qu'il faut apprendre à discerner à temps pour être capable à temps de s'y opposer. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je vais repartir pour aller à Toulouse avant d'aller à Tarbes et à Pau, dans les 2 jours qui vont suivre, je vais m'arrêter à Fourtic, puisqu'on m'a dit qu'il y a un monument aux morts, sur lequel il est écrit à nos camarades, morts pour le capitalisme mondial. La guerre de 1914-1918 n'a pas d'origine dans un intérêt général. Elle a une origine dans la compétition entre les capitalismes européens.
J'imagine que dans cette salle, des citoyens de toutes opinions, sans doute majoritairement de gauche, je vois beaucoup de rouge, et j'en remercie ceux qui l'abordent, mais sans doute d'autres aussi, des moins rouges, peut-être des plus rouges aussi, je ne sais pas, mais c'est à tous que je m'adresse. Pour animer la flamme, il faut bien le faire de temps à autre, même si vous n'avez pas besoin de moi pour ça. De la réflexion, de l'expérience, du savoir, et de l'importance particulière que pour ma part je mets à cet exercice dans le contexte dans lequel nous sommes. Notre monde est dangereux, non pas pour les raisons superficielles qui sont évoquées régulièrement, qui voudraient que la France soit à la traîne, qu'elle soit en déclin et tout ça. Ce qui n'est pas vrai d'une manière générale. Notre pays est plus riche qu'il n'a jamais été de toute son histoire. Jamais il n'a eu autant de jeunes gens instruits, jamais il n'a eu un tel niveau de qualification. Mais c'est surtout parce que ce discours décliniste, qui est un des terreaux de l'extrême droite bien connu, autrefois ils appelaient ça la décadence des mœurs, d'ailleurs ils rappellent ça la décadence des mœurs aujourd'hui, mais c'est le déclin, c'est la forme modernisée, euphémisée, entretient mécaniquement et par revers une idée inverse qui est qu'on ne serait bon que quand on est en tête, que quand on domine, que quand on écrase, quand on impressionne, quand on détruit. Non. Il y a un autre ordre possible de la vie des êtres humains qui s'appelle la coopération, le partage, et surtout le partage du savoir. La bêtise aussi se partage très facilement, mais le savoir a cette vertu, comme la bêtise, que plus on le partage, plus il s'accroît. C'est pourquoi chacun d'entre nous, mes chers compatriotes, est appelé à devenir lui-même une frontière contre la bêtise, par sa capacité, celle que nous avons chacun d'entre nous, de rappeler les principes au nom desquels nous agissons. Mais ça nécessite qu'on ait une réflexion un peu plus avancée du point de vue des discours qu'ont tenus les nôtres, pour en faire aussi l'expérience. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas accepter que la commémoration se transforme en amnésie générale. Bien sûr qu'il faut célébrer l'unité dans la souffrance, mais il faut réfléchir. Aujourd'hui, il n'y a pas de parole qui blessera l'un ou l'autre. Tous sont partis. Il faut donc réfléchir. Et nous aussi. C'est donc maintenant, comme homme de gauche, que je veux réfléchir à voix haute. Si la guerre était une guerre d'origine capitaliste, comme le disaient tous ceux qui nous ont précédés dans ce combat, Jean Jaurès n'a pas attendu le mois de juillet 1914 pour dire que le capitalisme portait la guerre comme la nuée porte l'orage. C'était une donnée que partageait toute la gauche. Néanmoins, des débats l'ont traversé. Des débats sur le fond et des débats sur la tactique. Sur le fond, d'abord, au congrès de Bâle de l'Internationale socialiste en 1912, il y a une discussion sur ce que la guerre pourrait produire. Il y a le débat entre ceux qui veulent s'y opposer absolument, à la tête desquels figure le grand Jaurès, et ceux qui disent ce qui est le plus important, c'est d'expliquer pourquoi elle pourrait avoir lieu. Certains même vont jusqu'à dire, comme Auguste Bebel, qui est fondateur du SPD allemand, la guerre contient des potentialités révolutionnaires. De la guerre, il peut sortir une révolution. Et Auguste Bebel dit même, la guerre qui s'annonce va prononcer la fin du capitalisme, le début d'une révolution mondiale. Il n'avait pas tort, en effet, une révolution a résulté de cette guerre, celle qui a commencé en Russie en 1917. Mais ce regard qui revient à dire faire la politique du pire, ou laisser s'accomplir le pire parce qu'il contient une potentialité révolutionnaire. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est le pire. Et le pire n'est pas acceptable. Jean Jaurès s'oppose à Bebel en expliquant que s'il y avait en effet un potentiel révolutionnaire dans la guerre, il y avait surtout la certitude de la barbarie. C'est-à-dire que les sociétés qui deviennent violentes, du fait même de la guerre, non seulement connaissent des destructions inouïes, on a vu le bilan à la fin. J'ai évoqué nos 2 millions de morts, nos 3 millions de blessés, nos 600 000 invalides. Il y a cette destruction immense
cette privation immense d'intelligence, de savoir-faire, d'amour que contiennent les disparus et ceux qui sont frappés par leur disparition. Il y a les destructions matérielles, mais il y a l'inoculation dans la société de la mentalité de guerre, de l'idée qu'un conflit peut se régler par la violence, et non par la démocratie, et non par la discussion, et non par la souveraineté du peuple. Jaurès a raison. Et d'une façon générale, je crois que cela nous fait leçon. Les politiques du pire ne conduisent jamais à rien d'autre qu'au pire. Il faut donc que ce que nous incarnons dans le temps et dans l'histoire soit d'abord un message fondamentalement universel, valable en toutes circonstances. En toutes circonstances, nous disons que la paix est préférable à la guerre. Et que pour que la paix ne soit pas la prolongation sans fin d'un ordre injuste, il faut donc que les peuples puissent disposer librement d'eux-mêmes, et pour cela qu'ils disposent des moyens de la démocratie qui permettent de penser leur futur. Et il faut qu'il y ait un ordre international. C'est une des leçons qui a été tirée de la guerre de 1914 avec la création de la Société des Nations, dont très vite l'impuissance a été discernée. La preuve, elle n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale. Comment aurait-elle pu l'empêcher? Et ensuite, nous avons eu l'ONU qui a été créée. C'est très discutable. On peut, entre nous, avoir des débats approfondis et légitimes sur la valeur de cette ONU. Mais c'est tout ce que nous avons. Et si nous n'avons pas un ordre international garanti par la communauté des nations, alors nous n'avons rien. Et nous avons la libre confrontation qui, pour finir, donne toujours raison au plus fort. C'est pourquoi, dans de multiples circonstances, le débat que je suis en train d'évoquer a lieu. Et j'invite chacun d'entre nous à y réfléchir pour le futur en ne se trompant pas, là encore, de colère. L'impuissance de l'ONU, les difficultés à y décider quelque chose, nous les connaissons. Alors il faudrait se donner pour objectif d'étendre les compétences de l'ONU, la démocratiser, donner les possibilités d'intervenir sur une base qui ne dépende pas toujours de la bonne volonté des plus forts, mais aussi, en même temps, combattre tout ce qui vient dans l'ordre international, se présenter comme une alternative à cet ordre juridiquement établi qu'est celui de l'ONU. Je m'explique. Ou l'ONU, ou le G20, ou le G8. Mais pas les deux en même temps. Le G20, le G8 sont des organismes illégitimes, qui pourtant, paraît-il, prennent des décisions pour tous les pays. Vous avez tous entendu. G8, ça veut dire qu'il y a 8 pays. G20, ça veut dire qu'il y en a 20. Il y a 195 nations dans le monde. Alors, à 8, on décide pour tous les autres. À 20, on va décider pour tous les autres. Non, il y a l'ONU. Nous devons donc sans cesse combattre ces substituts d'ordre international qu'est la captation par les plus puissants du pouvoir de la décision. C'est eux qui imposent cet ordre injuste au monde, qui en font une règle à laquelle personne ne pourrait se soustraire. Et deuxièmement, nous devons refuser les alliances militaires offensives, du type de l'OTAN, d'abord inventée dans le cadre de la guerre froide, comme un système d'alliance pour contrebalancer, disait-on, l'alliance des pays organisés autour de l'Union soviétique et des autres pays que l'on appelait du camp socialiste, entre guillemets.